Car c'est ça aussi, le nouveau christianisme. Les laïcs prient comme autrefois priaient seuls les moines, suivant dans l'intimité de leur chapelle les offices, les heures canoniales, les suivant sur un livre, progrès de la lecture d'une lecture muette, individuelle. Ce livre, cet objet de piété, c'est une œuvre d'art, ou plutôt un rassemblement d'œuvres d'art, puisque vers 1415, différents peintres, serviteurs du prince, ses domestiques, nourris de ses dons, furent chargés de décorer ce livre à tour de rôle, page après page. Donc une galerie de peinture, ce qu'est pour nous un musée, mais ici renfermé, secret, la possession jalouse du mécène, l'équivalent de ce que furent plus tard, de ce que sont aujourd'hui les collections des amateurs. À l'entrée de ce livre, comme à l'entrée de la cathédrale, un calendrier. Les 12 mois et leurs travaux symboliques, fenaison, vendange, la chevauchée du mois de mai. On voit ceci monter en spectacle comme sur la scène d'un théâtre, en toile de fond des paysages. Mais maintenant, parfaitement maîtrisés grâce aux conquêtes de la perspective. Les champs, les bois, les bâtisses, non plus condensés, aplatis, cristallins, comme lorsque les peignait un demi-siècle auparavant à Sienne Ambrogio Lorenzetti, maintenant profond, lumineux, baigné d'atmosphère, vivant. À l'horizon de chacun de ces paysages, un château. L'un des palais où, tour à tour, la cour du duc Jean fait étape. Lusignan, Saumur, Étampes, Dourdan, Rion, Poitiers. Le palais de Paris, le Louvre, Vincennes. De l'un de ces séjours à l'autre, le plaisir de voyager. Ce plaisir qu'avaient pris les pèlerins de l'an 1000, mais maintenant sans plus aucun prétexte religieux. Une parade, un cortège, précédé de héros, de fanfares, déploiements, ostentation de luxe. Élégants, élégantes, rivalisant de fanfreluches, les chevaux eux-mêmes parés. Au cœur de l'art de cour, la haute couture. Travestir le corps, tour à tour exhiber, masquer les attraits du corps masculin, féminin. La fête est d'abord cela, se costumer d'extravagance. Rassembler sur soi l'insolite, l'inutile, est ce que le monde a de plus précieux. Goût du bijou, l'or, les pierreries. Cet or, ces pierres précieuses que les moines du XIe siècle, que Sugère, que Saint-Louis accumulaient autour des reliques, les voici maintenant dispersés, chatoyant sur les robes, sur la chair des chevaliers, des demoiselles, pour le plaisir. Broches, roses d'or que distribuaient les papes. Et tous les raffinements du métier s'appliquant aux ustensiles de la toilette, à ce peigne,
qui appartint à Isabelle de France, a ses couvercles de miroirs ou de boîtes à parfum. Le bonheur d'être riche, la joie, jouir, jouer, le jeu. Se divertir, c'est-à-dire oublier les peines, s'évader dans l'irréel. Dès que la direction de l'entreprise artistique échappe aux mains des prêtres et passe à ceux des princes, se découvre dans sa plénitude le rêve chevaleresque. La haute aristocratie du XIVe siècle, véritablement tout entière intoxiquée par les romans de chevalerie, par les histoires de Lancelot, de Perceval. Et les chefs d'État, tour à tour, instituant autour d'eux des ordres de chevalerie, jouant à mimer, avec quelques compagnons choisis, les vertus, les prouesses ritualisées des héros de la table ronde. Et soucieux de s'écarter toujours plus du peuple. Tout le populaire rejeté, renié. Ou bien, comme sur le calendrier des très riches heures, les paysans embrigadés comme les figurants de la fête, costumés, déguisés, eux aussi grimés, arrachés à leur réalité, exorcisés. Ou bien au contraire, comme dans cette miniature d'un livre de chansons populistes, les paysans bestialisés, rabaissés vers l'animal, vers la grossièreté. Singerie et non plus bergerie. Un burlesque, une dérision qui va jusqu'à dépasser les frontières du sacrilège. Renier le peuple afin de se livrer entre soi, entre gens bien, aux trois plaisirs de la chevalerie, la chasse, la guerre, l'amour. La chasse. Mener les faucons et les chiens, forcer les bêtes sauvages comme on les voyait déjà forcées sur la broderie de Bayeux, permanence. La vénerie, le premier peut-être, le plus ancien en tout cas des arts aristocratiques, puisque déjà sous les Mérovingiens, chasser c'était par excellence l'art royal. Gaston Phébus, comte de Foix, écrivit, comme naguère l'empereur Frédéric II, ce traité de la chasse. Science de prince, en effet, subtile. Se reconnaître parmi tous les signes, les appels de trompe, les brisées, les refuites. Savoir soigner les chiens et les oiseaux. Tendre les pièges, les filets. Suivre la proie, suivre la meute,
jouer à se perdre au plus épais de la nature forestière. Jeu, joie de galoper, de surprendre, joie brutale, joie du corps exténué, dangereuse. Combien de nobles se rompirent le col, les membres, attrapèrent la mort, suant sang et eau dans ces poursuites effrénées, téméraires. Camaraderie, complicité entre les princes et leurs veneurs. Le savoir, les repas partagés. Et puis, pour la curée, quelques dames. Chasser et puis combattre. Le second de ces jeux nobles, c'est la guerre. Au XIVe siècle, la guerre est partout présente et la guerre prend de l'atrocité. Guerre de Cent Ans, guerre civile, les Armagnacs, les Bourguignons, et puis les grandes compagnies ravageuses, pillées, brûlées, tuées, la mort guettant. Guettant même les princes, tant de princes assassinés, Orléans, Bourgogne, et les vengeances, les vendettas qui s'enchaînent. La guerre, la peur, et sur l'un des feuillets des très riches heures, Jean Colombe a représenté le vrai visage de la guerre. Les combattants reculant, terrifiés, devant l'image du danger. Et l'armée des morts, rangés en bataille, avançant, pas à pas, invincible, implacable, guidés par le cheval blême. Mais par devant cette vérité, le même écran protecteur tendu, l'illusion, le simulacre, le jeu, déguiser la guerre, la travestir, en faire une fête, et ainsi revêtir le château, la forteresse d'une parure, les costumer. Les tours de Main-sur-Yèvre, Jean de Berry les fit coiffées comme les aumes d'un décor hérissé d'arabesques, claquant de flammes et de bannières, tout le flamboiement d'un panache. Et toutefois, c'est principalement par le tournoi, par la bataille simulée, que la joie de combattre se transfère dans la gratuité, dans l'illusion lyrique. Un autre prince, René d'Anjou, a composé et peut-être illustré lui-même ce livre des tournois. Des règles, une étiquette plus stricte que celle des chasseurs, une science complexe que tout gentilhomme se doit de posséder. Privilège d'une élite de cavaliers masqués, et ce livre commence par dresser l'inventaire des champions de la noblesse. Armoiries, devises, cris de guerre, c'est le Gotha du XVe siècle. Et tout leur attirail, lui aussi, soigneusement inventorié, une panoplie bruissante, où chaque tournoyeur s'enferme, transformé en grand insecte lourd, cliquetant, hérissé de crocs, et pourtant se soucie encore d'élégance, de superfluité, dans chaque pièce de cette carrosserie étincelante.